Deuxième cours du cycle transmettre, le cœur du cours, l'étude des fermetures géométriques, l'étude géométrique des mécanismes. Donc on verra ici sous forme d'un cours qui alternera cours et TD, de manière à voir immédiatement l'application du cours sur un TD. Et on va scinder ça en plusieurs vidéos pour pas que le nombre de vidéos soit trop lourd. Donc dans un premier temps, on verra le paramétrage et ensuite la résolution de la fermeture géométrique. Alors on est toujours dans notre cycle transmettre, sur le bout de notre chaîne d'énergie. On va voir donc un peu qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie, on va préciser un petit peu ces notions. On va voir comment étudier les mécanismes et on va voir la notion de chaîne ouverte, fermée ou complexe. L'objectif du cours ici, c'est d'obtenir la loi d'entrée-sortie d'un mécanisme d'une chaîne fermée, en fait. On verra dans d'autres cours comment obtenir d'autres lois d'entrée-sortie. Et donc, on va voir la définition d'un mécanisme, d'une loi d'entrée-sortie. On verra le paramétrage, qui est vraiment la partie la plus importante. Et ensuite, la fermeture géométrique et sa résolution. Là, c'est plus des maths que des sciences de l'ingénieur. Alors, un mécanisme, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pièces associées par l'intermédiaire de liaisons mécaniques. Donc, finalement, le cours précédent, c'était les schémas cinématiques. Et les schémas cinématiques représentent des mécanismes, finalement. Le mécanisme, il sert à transformer un mouvement, à transmettre un effort, à transmettre une puissance, par exemple. Alors, vu très schématiquement et rapidement, un mécanisme, il peut avoir un ou plusieurs mouvements d'entrée et on obtient un ou plusieurs mouvements de sortie. Ça bouge en entrée, ça bouge en sortie, voilà. Et qu'est-ce qui va relier le mouvement d'entrée, le ou les mouvements d'entrée, au mouvement de sortie? Alors, l'analyse cinématique d'un mécanisme se fera à partir du schéma cinématique minimal. Et donc, nos hypothèses sont un petit peu toujours les mêmes, c'est-à-dire que les pièces sont des solides indéformables. Et la définition d'un solide indéformable, c'est que c'est un ensemble de points matériels tels que, quels que soient les points A et B, la distance AB du solide indéformable reste constante au cours du temps. On va supposer les liaisons parfaites, c'est-à-dire sans jeu et éventuellement sans frottement, même si ici on s'en servira pas. Alors prenons un mécanisme ici, donc là on attaque le TD et voilà, on a un mécanisme et on va essayer d'établir la loi d'entrée-sortie de ce mécanisme. Donc la première chose à faire pour étudier comment ça marche, ça, c'est de faire le schéma cinématique, donc le graphe des liaisons. Alors ici, on a attaqué le graphe des liaisons, ça nous fait une petite révision du cours précédent. Voilà le schéma technique ou la représentation 3D de notre mécanisme. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver deux liaisons pivots verticales, et dans le schéma cinématique minimal. Et ici, on va simplifier ce schéma cinématique parce que on veut pas complexifier le schéma cinématique pour avoir des choses très compliquées à la fin. Vous verrez que déjà là, c'est pas si simple, enfin c'est un petit peu lourd mathématiquement. Et donc voilà, ici, de manière minimale, on a une pivot verticale entre le ventail et le bâti. Ici, entre le corps de vérin et le bâti, on a également une pivot verticale, et c'est vrai que si on regarde un petit peu plus finement dans d'autres positions, on peut voir qu'on a une pivot horizontale. Alors, ça ne modifie pas la loi d'entrée-sortie, donc on va pas la prendre en compte, on va vraiment se contenter de quelque chose de vraiment minimaliste ici pour regarder comment ça fonctionne. Ici, on a alors au choix une glissière ou une pivot glissante. Alors, est-ce que la rotation est autorisée? Oui, vraisemblablement, la rotation est autorisée ici. Donc, il vaudrait mieux mettre une pivot glissante. Je crois que j'ai mis une glissière. En réalité, dans le plan dans lequel on va étudier ce mécanisme, ça ne change rien de mettre une glissière ou une pivot glissante. Je reviendrai un petit peu sur toutes ces simplifications que je fais là de mon schéma dans une vidéo dédiée. Associé à ce cours, d'ailleurs, je vais faire plusieurs vidéos dédiées sur des petits points de cours que je vais développer. Donc, il y aura une vidéo dédiée sur les simplifications du schéma cinématique lorsqu'on est sur des problèmes plans. Ici, on a plusieurs liaisons, des liaisons pivots verticales, pivots horizontales, etc. Donc, là aussi, pour simplifier ma cinématique totale, je vais remplacer ça par une rotule.
Encore une fois, dans une vidéo, je reviendrai un petit peu. On verra déjà en cours comment on associe plusieurs liaisons et comment est-ce qu'on obtient la liaison équivalente. Ça sera quelque chose d'intéressant. Et on verra comment, donc dans une vidéo dédiée, encore une fois, comment on simplifie les mécanismes lorsque l'on passe dans une étude plane. Alors voilà notre schéma cinématique. Donc une première chose, enfin notre base de travail pour faire le graphe des liaisons. Donc dans un premier temps, on va regarder nos pièces ici, on va poser des centres pour nos différentes liaisons. Donc ici O, qui va être un point quelque part sur l'axe de la pivot, le point A qui sera quelque part aussi sur l'axe de cette pivot, le point B ici au centre de la rotule. Voilà un petit peu. On va positionner un repère parce que si on parle d'axe, donc on va prendre notre bâti ici, X, Y, Z, donc cette partie-là, voilà. Et ben on va y aller. On a ici le bâti. Le bâti, on va mettre son symbole. On a ici le corps du vérin. On a ici la tige du vérin. Elle est plutôt là, elle n'est pas au bout. Et on a le ventail. Donc, je vous rappelle qu'un graphe des liaisons, c'est bien de le faire avec des couleurs. Alors on va voir qu'ici on a entre le bâti et le corps, on a une pivot d'axe AZ. Entre le corps et la tige, on a une pivot glissante d'axe AB. Et entre la tige et le ventail, on a alors soit des pivots, comme j'ai dit, mais nous on va prendre une rotule en B. Et entre le ventail et le bâti, on a une pivot d'axe OZ. Voilà le graphe de liaison qui est fait. Allons-y pour le schéma cinématique. Donc, on va reprendre un petit peu cette façon de représenter. On remet notre graphe. Je vous rappelle, on place nos points O, A, B. Et puis, on y va. On place nos liaisons. On y va et on place... on lit notre schéma cinématique. Voilà. Alors ici, effectivement, ma liaison pivot, je le remarque, elle est mal représentée. Il faudrait que je la représente un petit peu différemment. Bon, c'est pas très grave, c'est un petit peu dommage de ne pas faire un schéma cinématique correct. Alors, paramétrage, repérer les solides les uns par rapport aux autres. Là, je reprends le cours. Donc, une fois que le schéma cinématique, soit on nous le donne, soit on l'a fait par étude du mécanisme, ensuite, il y a la partie paramétrage. Donc, le paramétrage, ça correspond à repérer les solides les uns par rapport aux autres. L'objectif, c'est d'analyser le fonctionnement des mécanismes, donc de faire la cinématique, et de quantifier les mouvements relatifs des différentes pièces, c'est-à-dire calculer des positions, des vitesses, des accélérations, des lois d'entrée-sortie. Un paramétrage ne sert pas qu'à calculer finalement des vitesses ou des lois d'entrée-sortie. Le paramétrage, ça permet toute l'étude mécanique de nos mécanismes, donc ça va de la statique, la dynamique, les mouvements d'entrée-sortie, etc., les lois géométriques. Donc il faut bien comprendre, cette partie paramétrage, elle est fondamentale dans notre cours de mécanique, il faut absolument la maîtriser parfaitement, parce que c'est la base de toutes les études qu'on va faire. Donc le principe du paramétrage, c'est qu'à tout solide, on va lui coller un repère. Finalement, on va lui associer donc un repère dont on va prendre l'origine. Alors, on a vu que on a des liaisons, donc le solide, il est en général entre deux liaisons. On a une origine, on a vu, comment dire, dans la description des liaisons qu'on avait des points particuliers, donc on va quand même essayer de se mettre sur un point particulier, même si c'est pas fondamental. Il est évident qu'il y a des paramétrages qui permettent de faire des calculs simples et des paramétrages qui amènent au même résultat, mais par un chemin beaucoup plus compliqué. Donc il est quand même assez intéressant de le faire intelligemment lorsqu'on va choisir l'origine de notre repère. Et bien évidemment, notre repère, il a une base orthonormée directe, sinon ça serait bien embêté. Alors, du coup, lorsque deux solides I et J sont en liaison, on va définir le ou les paramètres définissant la position relative des deux repères, puisque je vais avoir un repère collé au premier solide et un repère collé au second solide. Donc, on va avoir deux repères qui vont être liés à ces deux pièces. Et l'idée, ça va être de définir comment est-ce qu'on passe d'un repère à l'autre. Donc, passer d'un repère à l'autre, c'est une modification de la position des deux origines, et c'est une rotation de l'orientation d'une première base, de la deuxième base par rapport à la première.
Donc on a finalement, normalement, dans l'absolu, on a jusqu'à 6 paramètres, puisque le déplacement des deux origines, ça peut nous faire, sur les trois axes, ça nous fait 3 paramètres, et la rotation sera obtenue, décomposée en 3 rotations élémentaires suivant les 3 axes. Donc ça nous fait jusqu'à 6 paramètres, d'une manière générale. Et donc, du coup, à chaque degré de liberté, on va associer un paramètre. Je vous rappelle qu'on a jusqu'à 6 degrés de liberté, donc on peut associer jusqu'à 6 paramètres. Et évidemment, si notre liaison n'autorise qu'un seul degré de liberté, c'est beaucoup plus simple, on n'a qu'un seul paramètre. Donc, pour chaque degré de liberté en translation, on va associer un paramètre linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner comme petit d de t, lambda de t, x de t. On va faire attention au x parce que comme on a des vecteurs x, y, z, on va essayer d'éviter ça. On va plutôt se tourner vers les lettres petit a de t, des choses comme ça, lambda, voilà. Et pour les degrés de liberté en rotation, on va associer des paramètres angulaires. Θ, phi, alpha, gamma, etc. Et puis on peut mettre des indices, θ 1, 2, pour dire l'angle entre 1 et 2, etc. Alors, si on a une rotation autour d'un axe, si on a une liaison pivot, à ce moment-là, les deux pièces sont en rotation l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir un axe commun. Alors, il est intelligent de mettre un vecteur commun des deux bases sur cet axe, sinon ça nous complique énormément tous les calculs. Donc, on s'impose de mettre un vecteur commun entre nos deux bases lorsque les deux pièces sont en rotation l'une par rapport à l'autre. Du coup, on va avoir une définition de la position du repère 1 par rapport au repère 0, va alors être définie par un seul angle, l'angle de la rotation. Et comme on a une rotation, on n'a qu'un seul degré de liberté, finalement, on n'a qu'un seul angle. Alors, c'est ce qu'on va définir sur notre paramètre, c'est notre degré de liberté ici, voilà. Donc on va avoir, dans nos deux repères, on va avoir deux vecteurs communs, et, vous voyez, comment est-ce que je passe de x0 à x1 je passe avec un angle θ. Comment est-ce que je passe de y0 à y1 Je passe là aussi avec un angle θ. Voilà, ça, c'est pas trop compliqué. Les deux origines des repères peuvent ou pas être confondues. Finalement, c'est pas très important, puisque ce qui nous intéresse, c'est la rotation. Je vais superposer les bases de mes deux repères pour faire apparaître l'angle de rotation entre mes deux bases. Alors, on va associer une figure de changement de base, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, pour notre paramétrage. Et la figure de changement de base, elle va être représentée toujours comme ça. Toutes les figures de changement de base doivent correspondre à ça. C'est vraiment très important. On a donc, alors peu importe le vecteur, x, y, z, ou il peut y avoir z, x, il peut y avoir, voilà, c'est pas forcément z qui sort du plan, mais le troisième vecteur est toujours un vecteur qui sort de la feuille ou de l'écran ici. Et on représentera toujours des angles ici plus petits que pi sur 4. Et on ne représente pas l'angle tel qu'il est dans la figure. Donc quand on vous demande une figure de changement de repère, la première chose à faire, c'est de dessiner ici les 4 axes et le vecteur qui sort. C'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on regarde, nos 3 vecteurs doivent former un repère direct, donc on utilise la règle des 3 droits. Ici, en vertical, on met le vecteur qui sort et qui est commun à la rotation. D'accord? Donc on met ce vecteur-là et les deux autres en découlent. Donc là aussi, dans ma vidéo sur le repérage, je reviendrai plus précisément là-dessus parce qu'il y a quelques petits écueils à éviter, mais là, je ne veux pas multiplier le nombre de choses à dire. Donc, c'est la première fois qu'on voit ce paramétrage, donc il est un petit peu ici important de commencer à avoir les premiers réflexes. Encore une fois, premier réflexe, je dessine ça sans mettre aucun vecteur. Je dessine cette figure, c'est toujours la même. Deuxièmement, je mets ici mon vecteur qui correspond à la direction de l'axe de rotation. Je peux représenter ici le point de l'axe de rotation.
un des points de l'axe de rotation, et ensuite, je complète avec mes vecteurs. Je fais apparaître mon paramétrage ici, donc de la rotation, donc l'angle qui correspond au paramétrage de la rotation. Donc c'est très important hein, de bien faire tout ça, parce que c'est de cette figure-là que va découler la résolution du problème. J'insiste sur le fait qu'il faut toujours que le paramètre angulaire soit compris entre 0 et pi sur 4. Hein. Donc pi sur 4 ici, il est à peu près à la moitié, hein, donc c'est ce que j'ai fait, un angle autour de 30 degrés, c'est très bien. Voilà. Alors ici, on va reprendre notre exemple et on va tout de suite appliquer ce qu'on a. On a donc les repères des liaisons pivots. On va essayer de les mettre en place. Donc on a deux liaisons pivots ici. Alors, on en a une troisième là, mais je ne vais pas en parler. Je vais me servir que de ces deux-là. Mais on pourrait effectivement faire un paramétrage sur cette liaison pivot entre ces deux pièces. Hein. Finalement, ici, la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3. Alors, je vais commencer par coller un repère sur mon bâti, hein, le repère qu'on avait tout à l'heure, hein, et je vais coller donc sur ma pièce 1 un vecteur x qui me dit finalement que par rapport à x0, vous voyez, j'ai tourné ici d'un angle θ. Hein, donc vous voyez ici, les origines ne sont pas confondues. Ben oui, les origines ne sont pas confondues parce que j'ai tourné par rapport au bâti. Alors j'aurais pu coller mon repère x0, y0 en A. Donc là, j'aurais fait apparaître bien plus directement mon angle θ. Mais alors du coup, quand je vais faire ma deuxième pivot, je me retrouve avec le même problème. Et donc, je dessine la figure de changement de repère et je précise quelque part que c'est le passage de R0 vers R1. Et j'y vais, j'ai dessiné mes quatre axes, j'ai dit que l'axe commun c'était Z0 égale Z1, et j'ai ici X0, X1, Y0, Y1, je fais apparaître mon angle θ. Ensuite, je fais ma deuxième liaison pivot, et j'associe donc à ma pièce 2 un vecteur X2, et donc je vois bien que ce vecteur X2, il a tourné par rapport à X0 d'un angle que je vais appeler alpha. Voilà mon deuxième paramètre, alpha. D'accord? Alors, je dessine à ce moment-là la figure de changement de repère qui me permet de passer de R0 à R2. Et voilà, donc je fais exactement de la même façon. Donc vous voyez, les figures sont toujours les mêmes. Hein, c'est vraiment ça qu'il faudrait retenir dans un premier temps. Je passe ici Z0, Z2. Je indique bien de quelle figure de changement de repère je parle et j'y vais. Voilà pour la partie paramétrage. Alors effectivement, je pourrais avoir un troisième paramètre là-haut, mais quelque part, je suis ici dans un triangle. Un OAB est un triangle, et donc l'angle que je ferai apparaître là-haut est une combinaison des deux autres. Donc finalement, la connaissance de ces deux angles me donne le troisième. Voilà. Mais d'une manière générale, pourquoi pas, je pourrais définir ici un paramétrage entre ces deux angles. Hein. Finalement, ça sera entre X1 et X2, et j'aurai une figure de changement de repère pour passer soit de R2 à R1, soit de R1 à R2. Reprenons le cours. Donc le deuxième type de mouvement qu'on peut avoir, c'est une translation. Donc si j'ai deux solides en translation relative, ça veut dire que les repères que je vais associer à ces mouvements, ils ont des vecteurs qui sont confondus, mais qui ont des origines qui diffèrent. Ben oui, mes bases restent les mêmes finalement, je n'ai qu'un déplacement de l'origine. Et donc, on va regarder le vecteur qui relie les deux origines, qui sera le paramètre de position de la liaison. Et c'est à partir de ce vecteur qui relie les deux origines que l'on déduit le paramètre de position de la liaison. Alors voilà comment on représente une figure de changement de repère lorsque j'ai une translation que j'ai paramétrée ici avec le paramètre lambda. Donc ici, hein, je passe de 1 à 2. C'est le cours, hein, donc c'est pas lié au TD qu'on est en train de faire, et j'ai deux origines, A et B, et voilà donc ma distance entre A et B qui va paramétrer ma liaison. Alors on va y aller pour le paramétrage de notre liaison pivot-glissante ou de la glissière, hein, de notre vérin, et donc on va attaquer ici. Alors on s'intéresse à ça. Je vais donc positionner ici un vecteur x3 qui se trouve qu'il est dans le même sens que x1. Je pourrais dire que x1 égale x3, hein, sans difficulté. J'ai un vecteur perpendiculaire qui est y3. Hein. Je ne suis pas obligé de le représenter du tout. Hein. Ici, j'ai pas représenté les vecteurs x2, y2. Hein.
et j'ai pas représenté Y1 parce que ben je trouvais que ça alourdissait un peu inutilement la figure. Ici j'ai un petit peu de place, donc je les représente tous les deux. Et je représente ici ben, l'allongement entre A et B. Alors ça pourrait être un point intermédiaire, hein, donc je pourrais avoir une distance fixe quelque part et voilà, ça peut varier d'un problème à l'autre. Et donc, ben, je vais écrire la figure de changement de repère de R1 pour passer à R3. Donc, j'ai mes deux repères qui sont distincts l'un de l'autre. J'ai ici mon paramètre lambda de t, et je vais avoir AB, hein, la distance entre A et B, qui vaut lambda x3, puisque je suis ici par rapport à x3. Voilà pour une première introduction de ce paramétrage d'un mécanisme. C'est une partie déjà importante et qu'il faut absolument maîtriser. Alors, on va utiliser ça de très nombreuses fois, donc petit à petit, ça va devenir assez simple, parce que finalement, c'est pas très compliqué, c'est assez mécanique, hein, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'on prend un solide, on lui cale un repère, on prend un solide. Les difficultés, ce sont de bien caler ces repères, de pas les mettre n'importe comment, pour ne pas avoir des calculs trop compliqués à la fin, et cette habitude, cette subtilité, on l'obtient par la pratique, et également, donc, quand je ferai ma petite vidéo pour montrer les quelques écueils qu'il peut y avoir sur ce travail. Voilà, on se retrouvera dans une autre vidéo pour résoudre la partie fermeture géométrique.